Il existe une phrase simple, parfaitement claire, écrite dans le langage le plus rigoureux que l'humanité ait jamais inventé. Cette phrase est vraie, et pourtant, personne ne pourra jamais le prouver. Ni vous, ni moi, ni le plus grand mathématicien qui naîtra dans 1000 ans, ni une machine de la taille d'une galaxie qui calculerait pendant l'âge de l'univers. Jamais. Prenez un instant pour mesurer ce que ces mots signifient vraiment. On ne parle pas d'une vérité difficile. On ne parle pas d'un problème qu'on n'a pas encore résolu, comme on attend encore de comprendre ce qui se cache au fond d'un trou noir, ou ce qu'était l'univers une fraction de seconde après sa naissance. Ça, ce sont des questions ouvertes. Un jour, peut-être quelqu'un les fermera. Non. Ici, on parle d'autre chose. On parle d'une vérité dont on peut démontrer qu'elle est vraie, et démontrer, dans le même souffle, avec la même rigueur, qu'elle ne sera jamais démontrable depuis l'intérieur des règles. Une vérité avec une serrure, mais sans clé. Et la clé n'a pas été perdue. La clé n'a jamais existé. Elle ne peut pas exister. Cette idée a un nom. On l'appelle l'incomplétude. Et l'homme qui l'a découverte s'appelait Kurt Gödel. En 1931, un matin, il a posé sur la table un raisonnement de quelques pages. Pas une opinion, pas une intuition, une preuve. Une preuve aussi solide que celle qui vous dit que 2 et 2 font 4. Et cette preuve disait une chose que personne ne voulait entendre. Elle disait que le rêve le plus ambitieux de toute l'histoire de la pensée humaine était impossible. Pas difficile. Impossible. Définitivement, mathématiquement, pour toujours. Avant d'aller plus loin, si ce genre de question vous tient éveillé la nuit, si vous aimez quand une idée vous oblige à reposer votre regard sur le monde, abonnez-vous à cette chaîne. Ce qui va suivre est l'une des histoires les plus vertigineuses que la science ait à offrir, et je ne veux pas que vous la quittiez en chemin. Parce que cette histoire ne parle pas que de mathématiques. Elle parle de vous. Elle parle de la limite exacte de ce que n'importe quel esprit, n'importe quelle science, n'importe quelle civilisation pourra jamais savoir. Et le plus troublant, ce n'est pas que cette limite existe. Le plus troublant, c'est qu'on peut la voir. On peut la calculer. On peut la toucher du doigt. Imaginez que vous marchez dans le désert vers l'horizon et qu'un jour, au lieu de reculer comme il le fait toujours, l'horizon vous laisse poser la main sur lui. Voilà ce que Gödel a fait. Il a touché le bord du savoir et il nous a montré qu'il y avait un mur transparent qu'on ne peut pas franchir, mais à travers lequel on aperçoit des vérités qu'on ne saisira jamais. Pour comprendre l'ampleur de ce choc, il faut d'abord comprendre le rêve qu'il a brisé. Et ce rêve, il a un visage, une date et une phrase gravée dans la pierre. Mais avant cela, faisons bien une différence, parce que tout est là. Il y a deux sortes d'ignorance, et nous les confondons presque toujours. La première, c'est l'ignorance ordinaire, celle qui nous accompagne depuis toujours et qui finit, tôt ou tard, par reculer. Pendant des millénaires, on a ignoré ce qu'étaient les étoiles, d'où venaient les maladies, comment l'hérédité se transmettait. C'étaient des trous dans notre savoir, mais des trous qu'on pouvait, en principe, combler. Et on les a comblés, un à un. Cette ignorance-là est temporaire. Elle est même rassurante, parce qu'elle nous promet que demain, on en saura plus qu'aujourd'hui. La science vit de cette promesse, et elle a eu raison d'y croire des milliers de fois. Mais il existe une seconde sorte d'ignorance, et elle est d'une toute autre nature. Ce n'est pas un trou qu'on n'a pas encore comblé. C'est un trou qu'on a démontré incomblable. Une frontière dont on a prouvé, avec toute la rigueur des mathématiques, qu'aucun progrès, aucune découverte, aucune intelligence future ne la franchira jamais. Ce n'est plus « on ne sait pas encore ». C'est « on ne saura jamais », et voici la preuve. Avant Gödel, presque personne ne croyait sérieusement qu'une telle ignorance puisse exister au cœur des mathématiques, le domaine le plus pur, le plus maîtrisé de toute la connaissance. On croyait que là, au moins, tout finirait par être su. Gödel a montré que même là, surtout là, l'inconnaissable avait sa place réservée. Et c'est cette seconde ignorance, cette ignorance prouvée, définitive, structurelle, dont nous allons suivre la découverte, depuis le rêve qui voulait l'abolir jusqu'à l'homme qui a démontré qu'on ne s'en débarrasserait jamais. Le 8 août 1900, à Paris, devant le Congrès international des mathématiciens, un homme monte à la tribune. Il s'appelle David Hilbert, et il est, à ce moment précis, sans doute le mathématicien le plus respecté de la planète.
Hilbert n'est pas un rêveur exalté, c'est un bâtisseur, un homme d'ordre, de méthode, de certitude. Et ce jour-là, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il dresse la liste des grands problèmes non résolus des mathématiques. 23 problèmes, 23 portes fermées qu'il met au défi le siècle à venir d'ouvrir. C'est une déclaration de confiance absolue. Hilbert ne dit pas seulement « voici ce qu'on ne sait pas », il dit « voici ce qu'on finira par savoir ». Et derrière cette liste, il y a une conviction plus profonde encore, une foi, presque. Hilbert croit que les mathématiques sont un édifice parfait, sans fissures, sans recoins obscurs. Il croit que toute affirmation mathématique vraie peut, en principe, être démontrée. Que tout problème bien posé a une réponse qu'on peut atteindre. Il y a, pour lui, une frontière nette entre le vrai et le faux, et aucune zone grise au milieu. Pas de mystère qui résiste pour toujours. Pas de « on ne saura jamais ». Cette idée, il la résumera plus tard en une formule devenue légendaire qu'il fera graver sur sa tombe à Göttingen. Wir müssen wissen. Wir werden wissen. Nous devons savoir, nous saurons. Comprenez l'enjeu. Pour Hilbert, l'ignorance n'est jamais définitive. Elle est seulement temporaire. Un problème non résolu, c'est juste un problème qu'on n'a pas encore eu le temps de résoudre. Il refuse de toutes ses forces l'idée qu'il puisse exister, quelque part dans les mathématiques, une vérité bouclée à double tour. Une question dont la réponse existe, mais reste à jamais hors de portée. Pour lui, une telle chose serait une insulte à la raison. Il a même un mot pour ceux qui prêchent l'inconnaissable. Il les appelle, avec mépris, les ignorabimus, ceux qui disent « nous ne saurons pas ». Et Hilbert leur déclare la guerre. Son plan est d'une ambition folle. Il veut mettre les mathématiques sur des fondations si solides, si parfaitement rigoureuses, qu'aucun doute ne sera plus jamais possible. Il imagine un système. Un ensemble de règles de départ qu'on appelle des axiomes, des vérités de base qu'on accepte sans démonstration. Et à partir de ces axiomes, en appliquant des règles de logique mécanique, on devrait pouvoir dériver, une à une, toutes les vérités mathématiques de l'univers. Comme une machine, on tourne la manivelle et les théorèmes sortent. Pas d'intuition mystérieuse, pas de génie nécessaire. Juste des règles, appliquées à la lettre. Et ce système rêvé par Hilbert devait posséder 3 qualités, 3 piliers. Premièrement, il devait être cohérent. Impossible d'y démontrer à la fois une chose et son contraire. Jamais on ne pourrait prouver que 2 et 2 font 4 et, en même temps, que 2 et 2 font 5. Deuxièmement, il devait être complet. Toute affirmation vraie devait être démontrable à l'intérieur du système. Aucune vérité ne devait pouvoir s'échapper. Troisièmement, il devait être décidable. Il devait exister une méthode mécanique, une procédure automatique, pour déterminer si n'importe quel énoncé était vrai ou faux. Cohérent, complet, décidable. 3 mots, 3 promesses. C'était ça, le rêve de Hilbert. La fin de l'incertitude. La raison humaine enfin règne sur son propre royaume. Pour mesurer la force de cette conviction, il faut imaginer le lieu d'où elle rayonnait. Göttingen, une petite ville universitaire allemande, était alors la capitale mondiale des mathématiques. On y venait du monde entier, comme on monte vers un sommet. On disait, à l'époque, que tout ce qui comptait en mathématiques se décidait dans ces quelques rues. Et au centre de tout, il y avait Hilbert. Sa parole faisait autorité. Quand il déclarait qu'un problème serait résolu, des générations de chercheurs s'y attelaient avec la certitude de bâtir quelque chose qui tiendrait. L'atmosphère n'était pas au doute. Elle était à la conquête. On ne se demandait pas si les mathématiques avaient des limites. On se demandait seulement à quelle vitesse on allait repousser leurs frontières. Et le troisième pilier, la décidabilité, mérite qu'on s'y arrête, parce que c'est sans doute le plus étrange et le plus ambitieux des 3. Hilbert l'avait formulé sous la forme d'une question précise qu'on a appelée en allemand l'Entscheidungsproblem, le problème de la décision. La voici. Imaginez qu'on vous donne n'importe quel énoncé mathématique, n'importe lequel. Existe-t-il une recette, une procédure fixe, une suite d'étapes mécaniques qu'on pourrait suivre aveuglément, sans réfléchir, et qui finirait toujours par vous dire, à coup sûr, oui, cet énoncé est démontrable, ou non, il ne l'est pas? Une sorte de machine universelle à trancher le vrai du faux. Hilbert était persuadé qu'une telle procédure devait exister. Que les mathématiques, au fond, étaient une mécanique
et qu'il suffirait un jour de trouver le bon mécanisme. Comprenez bien à quel point cette idée est vertigineuse. Si une telle machine existait, alors plus aucun problème mathématique ne résisterait vraiment. Plus besoin de génie, plus besoin d'éclairs d'intuition. Plus besoin d'attendre des siècles pour qu'un esprit exceptionnel trouve la clé. On entrerait le problème dans la machine, on tournerait la manivelle, et la réponse sortirait, infaillible. Le mathématicien deviendrait un simple opérateur. La création céderait la place au calcul. C'était à la fois le rêve ultime de la rigueur et, sans que personne ne le voie encore, une menace pour tout ce que les mathématiques ont de vivant. Mais peu importait. Hilbert y croyait. Le monde entier, ou presque, y croyait avec lui. Et c'est ce monde-là, sûr de lui, au fait de son optimisme, que Gödel allait faire basculer. Mais avant même que Gödel n'entre en scène, le royaume tremblait déjà, parce qu'au cœur des mathématiques, là où on les croyait les plus sûrs, quelqu'un venait de trouver une fissure. Et cette fissure avait la forme d'un paradoxe si simple qu'un enfant pourrait le comprendre, et si vicieux qu'il a fait s'effondrer le travail de toute une vie. Cette fissure, c'est un homme nommé Bertrand Russell qui l'a découverte en 1901. Russell est un philosophe et logicien anglais, un esprit d'une clarté redoutable. À l'époque, les mathématiciens venaient de trouver ce qu'ils croyaient être le sol le plus ferme possible pour bâtir toute leur discipline, la théorie des ensembles. Un ensemble, c'est juste une collection d'objets. L'ensemble des nombres pairs, l'ensemble des chats, l'ensemble des planètes du système solaire. Rien de plus innocent. Et l'idée était belle. Si on pouvait tout définir à partir d'ensembles, alors on tenait enfin le fondement ultime. Mais Russell se pose une question apparemment anodine. Il remarque que certains ensembles peuvent se contenir eux-mêmes. Par exemple, l'ensemble de toutes les choses qui ne sont pas des chats, cet ensemble n'est pas un chat, donc il s'appartient à lui-même. D'autres ensembles, au contraire, ne se contiennent pas. L'ensemble des chats n'est pas un chat, donc il ne s'appartient pas. Jusqu'ici, tout va bien. Et Russell pose alors la question fatale. Considérons l'ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. Appelons-le R, et demandons-nous simplement, est-ce que R se contient lui-même? Suivez bien, parce que c'est là que le sol se dérobe. Si R se contient lui-même, alors par définition, il fait partie des ensembles qui se contiennent, donc il ne devrait pas être dans R, donc il ne se contient pas. Mais s'il ne se contient pas, alors il remplit exactement la condition pour être dans R, donc il se contient. Il se contient si et seulement s'il ne se contient pas. Vous tournez en rond et il n'y a pas de sortie. Ce n'est pas une difficulté. C'est une contradiction pure, logée au cœur même des fondations qu'on croyait inébranlables. Pour rendre ça plus concret, imaginez un barbier dans un village. Ce barbier rase tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes, et seulement ceux-là. Question. Le barbier se rase-t-il lui-même? S'il se rase, alors il est un homme qui se rase lui-même, donc il ne devrait pas se raser. S'il ne se rase pas, alors il fait partie de ceux qu'il doit raser, donc il se rase. Le pauvre barbier est piégé. Et ce piège, ce n'est pas un jeu de mots. C'est la même structure logique, exactement, qui menace de faire exploser toutes les mathématiques. Car si on peut dériver une contradiction de vos axiomes, alors tout s'effondre. En logique, une fois qu'on a une seule contradiction, on peut tout démontrer. Absolument tout. Le vrai et le faux deviennent indiscernables. Le système entier devient inutile. Ce mécanisme, les logiciens lui ont donné un nom presque comique au vu de ses conséquences, le principe d'explosion. À partir d'une seule contradiction, tout explose. Voici pourquoi, et c'est plus simple qu'il n'y paraît. Supposez qu'on parvienne à démontrer une chose et son contraire, par exemple, il pleut et il ne pleut pas. À partir de il pleut, on peut affirmer il pleut ou la lune est en fromage, car il suffit qu'une des deux parties soit vraie pour que le ou tienne. Mais comme on a aussi démontré il ne pleut pas, il faut bien que ce soit l'autre partie qui sauve la phrase. Donc la lune est en fromage. En logique, une contradiction permet de tout déduire, n'importe quoi, le plus absurde des énoncés. C'est pour cela qu'une seule fissure suffit à condamner l'édifice entier. Un système qui se contredit ne dit pas une erreur. Il dit tout et son contraire, ce qui revient à ne plus rien dire du tout. Et le paradoxe de Russell n'était pas seul. Il appartient à une vieille famille, dont l'ancêtre remonte à l'Antiquité.
Vous le connaissez sûrement sous une autre forme. Un homme déclare « Je suis en train de mentir ». Est-ce vrai ou faux? S'il dit vrai, alors il ment, donc c'est faux. S'il ment, alors ce qu'il dit est faux, donc il ne ment pas, donc c'est vrai. C'est le paradoxe du menteur, et il tourne en rond depuis plus de 2000 ans. Pendant longtemps, on l'a traité comme une simple curiosité, un jeu de langage sans conséquences sérieuses. Personne n'imaginait qu'un jour, quelqu'un transformerait ce vieux piège en l'arme la plus précise de toute l'histoire des mathématiques. Mais c'est exactement ce que Gödel allait faire. Il a pris le menteur, ce bavard de l'Antiquité, et il l'a fait entrer, par une porte dérobée, dans le sanctuaire le plus rigoureux jamais construit. Quand Russell a envoyé sa découverte à Gottlob Frege, un grand logicien allemand qui s'apprêtait justement à publier le deuxième tome de l'œuvre de sa vie, un ouvrage censé fonder toute l'arithmétique sur la logique, Frege a répondu par ces mots déchirants. Rien c'est plus malheureux pour un homme de science que de voir s'effondrer les fondations de son travail au moment même où il l'achève. Le travail de toute une vie, anéanti par une phrase de quelques lignes. Voilà la puissance d'un paradoxe. Mais Russell n'était pas homme à abandonner. Au contraire, cette fissure, il a décidé de la colmater, et pas avec du plâtre, avec une cathédrale. Pendant 10 ans, avec son ancien professeur Alfred North Whitehead, il va entreprendre l'une des tâches les plus titanesques de l'histoire intellectuelle. Reconstruire les mathématiques entières, brique par brique, de manière si rigoureuse, si verrouillée, qu'aucun paradoxe ne pourrait plus jamais s'y glisser. Cet ouvrage monumental porte un nom latin solennel, les Principia Mathematica. Et il faut comprendre à quel point ce travail était démesuré pour saisir ce que Gödel allait lui faire. Les Principia Mathematica, c'est 3 énormes volumes, des milliers de pages couvertes de symboles. Et voici le détail qui, à lui seul, dit tout. Pour démontrer, dans ce système d'une rigueur absolue, que 1 plus 1 égale 2, il faut attendre la page 362 du premier volume. 362 pages pour atteindre une vérité qu'un enfant de 5 ans connaît. Et ce n'est pas de la lourdeur inutile. C'est le prix de la certitude totale. Russell et Whitehead ne voulaient rien laisser au hasard, rien tenir pour évident, rien supposer sans le démontrer depuis les axiomes les plus élémentaires. Quand ils écrivent, en commentaire de cette démonstration, que la proposition est parfois utile, c'est de l'humour anglais au bord du gouffre. Ils savaient qu'ils construisaient un monstre. Mais un monstre sûr. L'idée, c'était de bâtir une forteresse logique inexpugnable. Chaque vérité mathématique devait pouvoir être atteinte par un chemin de démonstration partant des axiomes, chaque pas verrouillé par les règles de la logique. Dans cette forteresse, croyait-on, il n'y avait pas de place pour le doute, pas de place pour le paradoxe, pas de place pour l'inconnaissable. C'était la réponse de Russell à la fissure qu'il avait lui-même découverte, et c'était, dans le même temps, l'incarnation parfaite du rêve de Hilbert. Une mathématique complète, cohérente, où toute vérité finissait par tomber, comme un fruit mûr, au bout d'une démonstration. Pour bien suivre la suite, gardez en tête une image simple de ce qu'est un système formel. Pensez à un jeu, comme les échecs. Il y a une position de départ, ce sont les axiomes. Il y a des règles qui disent comment passer d'une position à la suivante, ce sont les règles de déduction. Et une partie légale, c'est une suite de coups où chaque coup respecte les règles. Dans cette analogie, un théorème, c'est une position qu'on peut atteindre en partant du début et en suivant les règles, coup après coup. Démontrer quelque chose, c'est exhiber la suite de coups qui y mène. Tout est mécanique, vérifiable, impersonnel. Un arbitre qui ne comprend rien aux échecs pourrait quand même vérifier que chaque coup est légal, juste en appliquant les règles. C'est cela, la beauté froide du formalisme. La vérité y devient une affaire de procédure, pas d'inspiration. Le rêve de Hilbert, traduit dans cette image, devient limpide. Il voulait un jeu dont les règles permettraient d'atteindre toutes les positions vraies et seulement elles. Un jeu où, partant du début, on pourrait construire le chemin vers n'importe quelle vérité et où jamais on ne pourrait atteindre à la fois une chose et son contraire. Ce que Gödel a démontré, c'est qu'un tel jeu est impossible dès lors qu'il est assez riche pour parler des nombres. Il existera toujours des positions vraies que les règles ne permettent pas d'atteindre, des vérités auxquelles aucune partie légale ne conduit.
Le plateau contient des cases qu'aucune suite de coups ne peut jamais toucher, et pourtant ces cases sont bien là, vraies, réelles, simplement inaccessibles. Voilà l'idée. Maintenant que le décor est planté, regardons comment Gödel a fait pour la prouver. Et pendant un temps, on a cru que c'était gagné. On a cru que la forteresse tiendrait. Les plus grands esprits du monde se réunissaient pour parfaire ce programme. À Göttingen, à Vienne, à Cambridge, on travaillait avec la certitude tranquille des bâtisseurs de cathédrales. Ce serait long, ce serait difficile, mais le résultat était assuré. Hilbert lui-même affinait son programme. Il ne demandait plus que les dernières pierres. Il voulait une preuve définitive que ce système, ou un système semblable, était bel et bien cohérent et complet. Une preuve de la solidité de l'édifice, faite avec les outils de l'édifice lui-même, le couronnement final. Et il était convaincu que cette preuve viendrait, bientôt. C'était une question de patience, pas de possibilité. C'est dans ce climat de confiance presque euphorique qu'un jeune homme discret allait entrer en scène. Un jeune homme qui ne ressemblait en rien à un démolisseur. Frêle, silencieux, perpétuellement inquiet pour sa santé, parlant d'une voix douce et précise. Personne, en le croisant dans les rues de Vienne, n'aurait pu deviner qu'il portait en lui l'idée qui allait faire s'écrouler le rêve de Hilbert et redessiner pour toujours la carte de ce que l'esprit humain peut connaître. Cet homme s'appelait Kurt Gödel, et son histoire, comme sa découverte, allait être à la fois sublime et terrible. Gödel est né en 1906 à Brno, dans ce qui était alors l'Empire austro-hongrois. Enfant, il posait tant de questions qu'on le surnommait, dans sa famille, Monsieur Pourquoi. Ce n'était pas une boutade affectueuse anodine. C'était déjà tout l'homme, une soif de comprendre les raisons profondes, le fondement des choses, ce qui se cache sous la surface. À l'université de Vienne, il se passionne pour la logique mathématique, cette discipline étrange à la frontière des mathématiques et de la philosophie, qui ne s'intéresse pas tant à ce que les mathématiques disent qu'à la manière dont elles le disent. Comment une démonstration fonctionne-t-elle? Qu'est-ce qu'une preuve, exactement? Que peut-on prouver et que ne peut-on pas prouver? Ces questions, qui semblaient si abstraites, si lointaines, allaient devenir entre ses mains les plus tranchantes de toute la science. Quelques traits de sa vie de jeune homme aident à comprendre l'être singulier qu'il était. Enfant, à Brno, il avait été marqué par un rhumatisme articulaire dont il avait, à tort, gardé la conviction que son cœur en était resté définitivement abîmé. De cet épisode date une obsession qui ne le quittera plus. La surveillance permanente de son propre corps, la peur de la maladie, une méfiance envers les médecins et les remèdes. Déjà, on devine la silhouette de l'homme à venir, celui qui ne se fiera qu'à ce qu'il aura lui-même vérifié, jusque dans son rapport à sa propre santé. Le don de douter, qui ferait de lui un logicien hors pair, était aussi, dès l'enfance, une inquiétude qui le rongeait. À Vienne, pourtant, cet homme réservé fit une rencontre qui allait l'ancrer au monde plus que tout théorème. Il tomba amoureux d'Adèle Nimburski, une danseuse de cabaret, de plusieurs années son aînée, déjà mariée une première fois, issue d'un milieu modeste. Tous les opposaient, et la famille de Gödel désapprouvait fermement cette union. Ils se marièrent malgré tout, en 1938. Et ce choix que tant de gens jugèrent étrange fut peut-être le plus sage de sa vie. Car Adèle, vive, terre à terre, dénuée de prétentions intellectuelles, devint le seul lien solide entre Gödel et la réalité quotidienne. Elle le soignait, le protégeait, le ramenait sur terre quand son esprit dérivait. Pendant des décennies, elle fut son ancre. Et nous verrons que le jour où cette ancre fut momentanément arrachée, l'homme tout entier partit à la dérive. Mais n'anticipons pas. Pour l'instant, le jeune Gödel tient dans ses mains une idée, et il s'apprête à la lâcher sur le monde. Gödel fréquente le Cercle de Vienne, ce groupe de penseurs brillants qui rêvent de fonder toute connaissance sur la logique et l'observation, de chasser de la pensée tout ce qui n'est pas rigoureusement démontrable. Mais Gödel, lui, est secrètement en désaccord. Il les écoute, silencieux, et il pense le contraire de presque tout ce qu'ils affirment. Là où il voit dans les mathématiques un simple jeu de symboles que l'esprit humain invente, lui croit que les vérités mathématiques existent, indépendantes de nous, comme des montagnes qu'on découvre et non qu'on fabrique. Cette conviction,
Cette idée que la vérité dépasse ce qu'on peut en démontrer va se révéler être bien plus qu'une opinion philosophique. Elle va devenir le cœur même de son théorème. Il faut bien saisir l'audace de cette position parce qu'elle explique tout le reste. Autour de lui, les esprits les plus brillants de Vienne soutenaient que les mathématiques n'étaient qu'un langage, un système de conventions que l'esprit humain bricole pour s'organiser, un peu comme les règles d'un jeu d'échecs, utiles, élégantes, mais sans réalité, au-delà des joueurs. Pour eux, demander si un théorème est vrai, en dehors du système n'avait pas plus de sens que de demander si le fou doit vraiment se déplacer en diagonale. C'était juste la règle. Gödel, lui, pensait que c'était faux. Profondément, viscéralement faux. Pour lui, les nombres existaient. Pas dans l'espace, pas dans le temps, mais quelque part, dans un royaume de vérité aussi réel, à ses yeux, que les montagnes et les océans. Le mathématicien ne fabrique pas ses vérités, il les explore. Il les découvre comme un navigateur découvre une côte qui existait avant lui et qui existera après lui. Cette idée a un nom, le platonisme mathématique, en hommage au philosophe grec Platon, qui imaginait un monde d'idées parfaites au-delà du monde sensible. Et ce qui rend l'histoire si saisissante, c'est que cette conviction, que ses contemporains jugeaient démodée, presque naïve, est précisément ce qui a permis à Gödel de voir ce qu'aucun d'eux ne pouvait voir. Parce qu'il croyait à une vérité plus vaste que la démonstration. Il était mentalement préparé à découvrir des vérités que la démonstration ne pouvait pas atteindre. Les autres cherchaient à enfermer toute la vérité dans le système. Lui savait d'avance que la vérité débordait. Sa philosophie n'était pas un ornement. C'était sa lunette. Et c'est en regardant à travers elle qu'il a aperçu la faille que tout le monde croyait impossible. En 1931, Gödel a 25 ans. Et il publie un article au titre aussi modeste qu'effrayant, sur les propositions formellement indécidables des Principia Mathematica et des systèmes apparentés. Comprenez ce que ce titre annonce déjà, sans détour. Gödel ne dit pas qu'il a trouvé un problème difficile dans les Principia. Il dit qu'il y a là-dedans des propositions indécidables, des énoncés qu'on ne peut ni prouver, ni réfuter. Et il vise nommément la cathédrale de Russell, le rêve de Hilbert, le programme entier. Ce petit article, d'à peine plus de 20 pages, va faire ce que 1000 objections n'avaient pas réussi à faire. Il va prouver, définitivement, que la forteresse a une faille qu'on ne pourra jamais réparer. Mais comment ? Comment un raisonnement de 20 pages peut-il démolir un édifice de milliers de pages, conçu précisément pour être indestructible ? La réponse tient dans une idée d'une beauté et d'une ruse stupéfiante. Une idée si inattendue que, lorsqu'on la comprend pour la première fois, on a presque le vertige. Gödel a trouvé le moyen de faire parler les mathématiques d'elles-mêmes. Il a trouvé comment retourner le système contre lui-même, comme un miroir qu'on oriente vers un autre miroir, ouvrant un couloir infini de reflets. Et dans ce couloir, il a placé une phrase piège. Allons-y doucement, parce que c'est l'idée la plus importante de toute cette histoire. Dans le système des Principia, on manipule des symboles, des signes pour les nombres, pour l'addition, pour l'égalité, pour les notions logiques comme « est » ou « il existe », pour tout. Une démonstration, dans ce système, c'est juste une suite de lignes de symboles, où chaque ligne découle des précédentes selon des règles précises. Tout est mécanique, tout est manipulation de signes. Et c'est là que Gödel a son éclair de génie. Il se dit « Et si j'attribuais à chaque symbole un nombre ? Et si je transformais chaque phrase, chaque démonstration, en un grand nombre par un codage systématique ?» C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la numérotation de Gödel. Chaque symbole reçoit un numéro. Chaque suite de symboles, donc chaque énoncé mathématique, devient elle aussi un nombre unique, calculé à partir des numéros de ces symboles. Et chaque démonstration, qui n'est qu'une suite d'énoncés, devient à son tour un nombre. Soudain, quelque chose d'extraordinaire devient possible. Les phrases qui parlent de nombres deviennent elles-mêmes des nombres. Et donc, les phrases peuvent parler d'autres phrases. Les mathématiques peuvent parler de mathématiques. Le système peut se décrire lui-même, en lui-même. Rendons ce tour de magie tout à fait concret parce qu'il vaut la peine d'être vu de près. Imaginez qu'on décide d'attribuer un numéro à chaque petit symbole du langage. Disons que le signe pour 0 reçoit le numéro 1, le signe plus reçoit le numéro 2,
Le signe égal reçoit le numéro 3, et ainsi de suite pour chacun des quelques signes de base. Maintenant, prenez une phrase qui n'est qu'une suite de ces signes. Pour coder la phrase entière en un seul nombre, Gödel utilise une astuce élégante, fondée sur les nombres premiers, ces nombres qui ne se divisent que par 1 et par eux-mêmes, comme 2, 3, 5, 7, 11. Il prend le premier nombre premier, élevé à la puissance du numéro du premier symbole, multiplié par le deuxième nombre premier élevé à la puissance du deuxième symbole, et ainsi de suite. Le résultat est un nombre, souvent gigantesque, mais unique. Un nombre dont on peut, en le décomposant, retrouver exactement la phrase de départ, symbole par symbole. Chaque énoncé a son numéro. Chaque numéro son énoncé. Ce que cela autorise est inouï. Désormais, une affirmation sur les nombres, du genre « tel nombre possède telle propriété », peut secrètement être une affirmation sur une phrase, puisque les phrases sont devenues des nombres. La phrase « le nombre n est le code d'une démonstration valide » est elle-même une affirmation arithmétique pure qui parle de divisibilité, de succession, de propriété numérique. On peut donc parler de démontrabilité, à l'intérieur même de l'arithmétique, comme on parle de pair ou d'impair. La notion de preuve, qui semblait extérieure aux mathématiques, devient un objet mathématique comme un autre. Le système a appris à se regarder. Il s'est donné un miroir interne, et c'est dans ce miroir que Gödel va glisser la phrase qui le condamne. Pour saisir la puissance de ce tour, pensez à un livre. Normalement, un livre parle du monde. Il parle d'amour, de guerre, de planètes, de chiffres. Mais imaginez un livre où chaque phrase serait aussi codée en un numéro de page et où certaines phrases du livre parleraient précisément de ce qui est écrit à telle ou telle page du même livre. Un livre qui se commente lui-même de l'intérieur. C'est exactement ce que Gödel a construit avec les nombres. Et une fois ce couloir de miroir ouvert, il ne lui restait plus qu'à y prononcer la bonne phrase. La phrase qui allait tout faire basculer. Avant d'y arriver, il faut rendre justice à celui qui, sans le savoir, avait forgé l'outil mental dont Gödel s'est servi. Cet homme s'appelait Georg Cantor, et quelques décennies plus tôt, en explorant les infinis, il avait inventé une technique de raisonnement d'une puissance redoutable, qu'on appelle l'argument diagonal. L'idée est la suivante. Supposez qu'on vous donne une liste, aussi longue soit-elle, censée contenir tous les objets d'une certaine sorte. Cantor montre comment fabriquer, à partir de cette liste, un nouvel objet qui diffère du premier élément par son premier trait, du deuxième élément par son deuxième trait, du troisième par son troisième, et ainsi de suite, en descendant le long de la diagonale. Cet objet construit sur mesure ne peut être identique à aucun élément de la liste, puisqu'il diffère de chacun en au moins un point. Donc la liste, qui se prétendait complète, ne l'était pas. Il y avait toujours un absent. C'est exactement cette manœuvre que Gödel a retournée vers l'intérieur. Là où Cantor fabriquait un objet absent de toute liste, Gödel fabrique un énoncé absent de toute démonstration. Il construit, par un procédé diagonal, une phrase soigneusement façonnée pour parler d'elle-même et affirmer sa propre non-démontrabilité. Ce n'est pas un coup de chance, ni un bricolage. C'est une construction d'une précision d'horloger qui combine le vieux paradoxe du menteur, la numérotation des énoncés et la diagonale de Cantor pour produire une seule phrase, parfaitement légitime, parfaitement définie et parfaitement piégée. Voici cette phrase, et voici comment elle fait s'effondrer le rêve de tout un siècle. Voici la phrase. Gödel a réussi à construire, dans le langage froid et purement numérique du système, un énoncé qui affirme, en substance, ceci. Cet énoncé n'est pas démontrable. Lisez-le encore. Cet énoncé n'est pas démontrable. Une phrase qui parle d'elle-même et qui dit d'elle-même qu'on ne peut pas la prouver. Appelons-la G, comme Gödel. Et maintenant, regardons ensemble ce qui se passe quand on essaie de la coincer. Posons-nous la question, G est-elle démontrable, oui ou non? Supposons d'abord que oui, que G est démontrable. Mais G affirme précisément qu'elle ne l'est pas. Donc si on parvient à la démontrer, on a démontré quelque chose de faux. Et un système qui démontre des choses fausses est un système incohérent, un système qui s'effondre, où l'on peut tout prouver, le vrai comme le faux. Donc, si l'on tient à ce que notre système soit fiable, à ce qu'il ne démontre que des vérités, alors G ne peut pas être démontrable. Très bien.
Mais regardez ce qui vient de se passer. G dit « Je ne suis pas démontrable ». Et on vient justement de conclure qu'elle n'est pas démontrable. Donc G dit la vérité. G est vrai. Arrêtez-vous une seconde sur ce que nous venons de faire. Nous avons sous les yeux un énoncé mathématique parfaitement défini, écrit dans le langage rigoureux du système. Nous avons démontré qu'il est vrai. Et nous avons démontré, en même temps, qu'il est impossible de le démontrer à l'intérieur du système. Une vérité que le système ne peut pas atteindre. Une vérité qui lui échappe. Le rêve de Hilbert exigeait que toute vérité soit démontrable. Gödel vient de fabriquer, sous nos yeux, une vérité qui ne l'est pas et ne le sera jamais. C'est le premier théorème d'incomplétude, et il est dévastateur. Pour bien sentir ce qui vient de se passer, voici une image. Imaginez une bibliothèque qui prétendrait contenir un catalogue parfait, un livre listant tous les livres vrais de la bibliothèque, et eux seuls. Maintenant, imaginez qu'on écrive dans la bibliothèque un livre qui dit simplement « Ce livre n'est mentionné dans aucun catalogue de cette bibliothèque ». Si le catalogue le mentionne, alors le livre ment, donc il ne devrait pas y figurer comme vrai. Si le catalogue ne le mentionne pas, alors le livre dit vrai, et pourtant il manque au catalogue censé tout contenir. Dans les deux cas, le catalogue parfait échoue. Il y a toujours un livre vrai qu'il ne peut pas répertorier sans se contredire. La phrase G, c'est ce livre, et le système formel, c'est le catalogue qui se rêvait complet et qui découvre, horrifié, qu'il lui manquera toujours une page. Ce qui rend la chose si difficile à digérer, c'est qu'on a l'habitude de penser que vrai et démontrable sont deux mots pour la même chose. On démontre ce qui est vrai, on tient pour vrai ce qu'on a démontré. Gödel vient de séparer ces deux notions pour toujours. Il existe désormais, prouvé noir sur blanc, un espace entre ce qui est vrai et ce qui est démontrable. Un interstice. Et dans cet interstice logent des vérités orphelines, vraies sans preuve, condamnées à le rester. Le rêve de Hilbert exigeait que toute vérité soit démontrable. Gödel vient de fabriquer, sous nos yeux, une vérité qui ne l'est pas et ne le sera jamais. Énonçons-le clairement, parce qu'il faut le graver. Tout système formel cohérent, suffisamment riche pour contenir l'arithmétique ordinaire, celle des nombres entiers et de l'addition, contient nécessairement des énoncés qui sont vrais mais qu'on ne peut pas y démontrer. Toujours. Sans exception. Vous pouvez ajouter des axiomes pour combler le trou, pour rendre G démontrable. Mais alors, le système agrandi produira aussitôt un nouvel énoncé indécidable, une nouvelle phrase G qui lui échappe à son tour. C'est sans fin. Le trou se déplace, mais il ne se bouche jamais. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours des vérités hors d'atteinte. L'incomplétude n'est pas un défaut qu'on pourrait corriger. C'est une propriété inscrite dans la nature même de tout système assez puissant pour parler des nombres. Il y a une image qui rend cette idée presque palpable, celle de l'hydre, ce monstre de la mythologie grecque à qui repoussait deux têtes chaque fois qu'on lui en coupait une. Le système formel est comme un héros face à l'hydre. Il repère la vérité G qui lui échappe et il décide de l'ajouter à ses axiomes. Voilà, la tête est coupée, G est désormais démontrable. Mais aussitôt, dans le système agrandi, une nouvelle phrase indécidable surgit, une nouvelle tête, qui parle du nouveau système comme G parlait de l'ancien. On la coupe à son tour, en l'ajoutant aux axiomes, et deux autres repoussent. Le combat est perdu d'avance. Non pas parce que le héros est faible, mais parce que la bête est, par nature, inépuisable. Chaque victoire engendre le problème suivant. On ne réduit jamais le nombre de vérités fuyantes. On ne fait que les déplacer plus loin. Cela dessine une vision étrange et grandiose de la connaissance. Au lieu d'un édifice fini qu'on achèverait un jour, les mathématiques ressemblent à une tour sans dernier étage. Chaque système est un étage, d'où l'on aperçoit des vérités qu'il ne peut pas démontrer. Pour les atteindre, on bâtit l'étage au-dessus, plus vaste, plus puissant, qui les démontre, mais qui découvre à son tour de nouvelles vérités hors de sa portée et appelle l'étage suivant. Cette tour monte indéfiniment. Il n'y a pas de sommet où l'on pourrait planter un drapeau en disant « Voilà, tout est démontré ». La pensée mathématique n'est pas une maison qu'on finit de construire. C'est une ascension qui ne s'arrête jamais, vers un ciel qui recule toujours d'un étage. Et si vous croyez que c'est déjà vertigineux, sachez que Gödel n'avait pas terminé. Dans le même article, il enchaîne avec un second théorème, et ce second coup est «
d'une certaine manière, encore plus brutale. Souvenez-vous, Hilbert voulait une preuve que les mathématiques sont cohérentes, qu'elles ne mènent jamais à une contradiction. Une preuve de leur propre solidité, faite avec leurs propres outils. C'était le couronnement attendu. Gödel démontre que c'est impossible. Aucun système cohérent, suffisamment riche, ne peut prouver sa propre cohérence. Si un système parvenait à démontrer qu'il est lui-même cohérent, ce serait précisément le signe qu'il ne l'est pas. Réfléchissez à ce que cela signifie. Un système de pensée assez puissant pour faire de l'arithmétique ne peut jamais se garantir lui-même. Il ne peut pas, de l'intérieur, certifier qu'il ne se contredira pas un jour. Pour être sûr de sa solidité, il faudrait se placer à l'extérieur, dans un système plus vaste. Mais ce système plus vaste, à son tour, ne pourra pas se garantir lui-même et exigera un système encore plus grand et ainsi de suite, sans fin. Il n'y a pas de socle ultime. Pas de fondement dernier qui se soutiendrait tout seul. La certitude absolue que cherchait Hilbert, la confiance totale dans l'édifice, repose toujours, en dernier ressort, sur un acte de foi qu'aucune démonstration ne pourra jamais remplacer. Les philosophes ont un nom pour ce piège, et il est savoureux, le trilemme de Munchausen, en hommage à ce baron légendaire qui prétendait s'être tiré d'un marécage en se hissant lui-même par ses propres cheveux. Car lorsqu'on veut tout fonder, tout justifier, on n'a jamais que 3 issues, et toutes les 3 sont des impasses. Ou bien on s'arrête à des principes qu'on accepte sans les démontrer, et alors la certitude repose sur du non démontré. Ou bien on justifie chaque principe par un autre, qui en appelle un autre, indéfiniment, et l'on tombe dans une régression sans fin qui ne se pose jamais. Ou bien, pour fonder un principe, on finit par s'appuyer sur lui-même et l'on tourne en cercle. Pas de 4e porte. Le second théorème de Gödel n'est au fond que la version mathématique, rigoureuse, démontrée, de cette très ancienne intuition philosophique. On ne se hisse pas hors du marécage par ses propres cheveux. Ce que Hilbert voulait, c'était précisément cela, que les mathématiques se tirent elles-mêmes du marécage, qu'elles prouvent leur propre solidité avec leurs propres moyens, sans rien emprunter au dehors. Gödel a démontré que c'est impossible. Pour avoir confiance en un système, il faut s'appuyer sur quelque chose qui lui est extérieur et que l'on n'a, à son tour, pas démontré. Toute la connaissance humaine, même la plus exacte, même la plus froide, repose donc finalement sur un socle qu'aucune preuve ne soutient. Non pas une faiblesse honteuse qu'on pourrait un jour réparer, mais une condition incontournable, la même pour le mathématicien, le physicien et l'homme ordinaire qui se lève le matin. Il faut, à un moment, faire confiance. Et cette nécessité, Gödel ne l'a pas seulement pressentie comme un sage, il l'a prouvée comme un géomètre. On raconte comment la nouvelle s'est répandue. En septembre 1930, lors d'une conférence à Königsberg, justement la ville de Hilbert, Gödel mentionne presque timidement son résultat, au détour d'une table ronde. Presque personne ne réagit. La portée est trop grande, trop inattendue, pour être saisie sur le moment. Un seul homme dans la salle comprend immédiatement ce qui vient d'être dit. Il s'appelle John von Neumann, et c'est l'un des esprits les plus rapides du XXe siècle. Il prend Gödel à part. Il a tout de suite mesuré l'ampleur du séisme. Quelques semaines plus tard, von Neumann écrit à Gödel pour lui annoncer une conséquence qu'il a déduite tout seul. Et Gödel lui répond qu'il l'a déjà trouvée et qu'elle figurera dans son article. C'était le second théorème. Von Neumann, l'un des génies de son temps, venait d'arriver deuxième. Ce qui frappe, avec le recul, c'est la lenteur avec laquelle le monde a pris la mesure de ce qui venait de se produire. Aucune une de journal, aucune clameur publique. Le résultat le plus bouleversant pour la philosophie de la connaissance depuis des siècles est passé sur le moment, presque inaperçu hors du petit cercle des spécialistes capables de le comprendre. C'est l'une des étrangetés des révolutions de la pensée pure. Elles ne font pas de bruit. Elles ne s'accompagnent ni d'explosions, ni de foule. Elles se glissent dans quelques pages d'une revue savante, et le monde continue de tourner comme avant, sans se douter que son plafond vient de changer de hauteur. Il a fallu des années, parfois des décennies, pour que la portée du théorème infuse dans la philosophie, dans la logique, puis, beaucoup plus tard, dans la culture générale. Et au fur et à mesure que cette portée se révélait, une question troublante montait.
Si le rêve de Hilbert était impossible, qu'est-ce que cela disait de l'esprit humain? Étions-nous condamnés à ne jamais tout savoir non par paresse, mais par une barrière inscrite dans la logique elle-même? Certains y virent une humiliation pour la raison, d'autres, au contraire, une libération. Mais avant que ce débat ne s'ouvre, il fallait encore que le second front de l'histoire s'allume, à Cambridge, dans la tête d'un jeune Anglais qui ne savait rien encore de l'ampleur de ce qu'il allait découvrir, et qui allait, en cherchant toute autre chose, donner naissance au monde dans lequel vous vivez aujourd'hui. Et Hilbert, dit-on, fut d'abord en colère. Lui, le champion du nous saurons, se voyait opposer une preuve, irréfutable, qu'il y avait des choses qu'on ne saurait jamais. Le coup visait le cœur de l'œuvre de sa vie. Il a fallu du temps, même au plus grand, pour accepter ce que Gödel avait montré. Parce qu'il ne s'agissait pas d'une opinion qu'on pouvait débattre, ni d'une difficulté qu'on pouvait espérer surmonter avec plus d'efforts. Il s'agissait d'une démonstration. Et une démonstration, en mathématiques, ne se négocie pas. Une fois qu'elle est juste, elle est vraie pour toujours. Le rêve de Hilbert n'était pas blessé. Il était mort. Et il était mort de la plus implacable des façons, par la rigueur même qu'il vénérait. Il y a, dans cette défaite, une ironie qu'on ne peut pas laisser passer. Hilbert avait fait de sa devise une déclaration de guerre contre les ignorabimus, ceux qui osaient dire « nous ne saurons pas ». Il les méprisait. Il était convaincu que jamais une question scientifique bien posée ne resterait sans réponse atteignable. Et c'est un jeune homme armé de la rigueur la plus pure, de la rigueur que Hilbert lui-même avait portée au pinacle, qui est venu démontrer qu'au moins un ignorabimus était vrai, prouvé, incontournable. Le défenseur de la connaissance totale a été vaincu non par des mystiques, non par des sceptiques paresseux, mais par la logique poussée jusqu'au bout. Comme si la raison, sommée d'avouer ses limites, avait fini par les avouer elle-même, avec la dernière des honnêtetés. Et pourtant, il faut rendre justice à Hilbert. Sa devise « Nous devons savoir, nous saurons » reste gravée sur sa tombe à Göttingen, et elle n'est pas devenue absurde. Car Gödel n'a pas dit qu'on ne saurait rien. Il a dit qu'on ne saurait pas tout, à l'intérieur d'un système donné. La soif de savoir de Hilbert demeure légitime, féconde, nécessaire. C'est seulement le fantasme d'un savoir total et clos qui s'est effondré. On peut entendre, dans cette devise gravée dans la pierre au-dessus d'un homme qui a eu tort sur ce point précis, non pas une erreur, mais le plus noble des programmes. Continuer de chercher, sans fin, tout en sachant désormais que la quête, elle, n'aura pas de fin. C'est peut-être la plus belle façon de réconcilier le rêveur et celui qui a brisé son rêve. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car 5 ans plus tard, à des centaines de kilomètres, un autre jeune homme allait redécouvrir l'incomplétude par un chemin totalement différent et en tirer quelque chose qui allait changer le monde de manière bien plus visible. Cet homme s'appelait Alan Turing. En 1936, Turing s'attaque à la 3e promesse de Hilbert, celle qu'on n'a pas encore enterrée, la décidabilité. Existe-t-il une procédure mécanique, une méthode automatique, qui pourrait décider, pour n'importe quel énoncé mathématique, s'il est démontrable ou non? Pour répondre, Turing imagine une machine abstraite, idéalisée, qui lit et écrit des symboles sur un ruban infini selon des règles précises. Ce qu'on appelle aujourd'hui une machine de Turing. Et c'est, ni plus ni moins, l'ancêtre théorique de tous les ordinateurs. Du téléphone dans votre poche, de la machine sur laquelle vous regardez peut-être cette vidéo en ce moment même. Tout cela est né de cette tentative de répondre à une question de logique pure. Turing se demande, peut-on écrire un programme qui, en examinant n'importe quel autre programme, déciderait à coup sûr si celui-ci va finir par s'arrêter ou tourner en boucle pour toujours? C'est le fameux problème de l'arrêt. Et Turing démontre que la réponse est non. Aucun programme ne peut faire ça pour tous les cas. Là encore, la preuve repose sur une boucle vicieuse, une autoréférence. Il suffit d'imaginer un programme qui demande à la machine ce qu'il va faire, puis fait exactement le contraire de ce qu'elle prédit. La machine se mord la queue, et la contradiction prouve que la machine miracle ne peut pas exister. C'est, au fond, le cousin du paradoxe de Gödel, habillé en informatique. Et il enterre la dernière promesse de Hilbert. Non seulement les mathématiques sont incomplètes, non seulement elles ne peuvent prouver leur propre cohérence,
Mais en plus, il n'existe pas de méthode mécanique universelle pour décider de la vérité. Les trois piliers, cohérence, complétude, décidabilité, étaient à terre. Et le plus beau, le plus ironique, c'est en démontrant cette limite que Turing a, sans le vouloir, inventé l'objet qui allait définir notre siècle. L'ordinateur est né d'une impossibilité. Turing n'était d'ailleurs pas seul sur cette piste. Presque au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, un logicien américain nommé Alonzo Church parvenait à la même conclusion par un chemin entièrement différent, avec un formalisme plus abstrait. Deux esprits, deux méthodes, une seule réponse. Non, il n'existe pas de procédure mécanique universelle pour décider de la démontrabilité. Cette convergence a quelque chose de rassurant et de définitif à la fois. Quand deux explorateurs partis de continents opposés arrivent au même mur, on cesse de croire que le mur est une illusion. La machine rêvée par Hilbert, l'oracle qui trancherait toute question, n'existait pas, n'avait jamais pu exister, et n'existerait jamais. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée à une déception. Car en définissant si précisément ce qu'une machine peut et ne peut pas faire, Turing avait, sans le chercher, dessiné les contours exacts de la machine universelle, celle qui, en changeant simplement de programme, peut imiter n'importe quelle autre machine. C'est l'idée fondatrice de l'informatique tout entière. L'ordinateur n'est pas une collection d'appareils spécialisés. C'est une seule machine, capable de devenir toutes les autres, selon les instructions qu'on lui donne. Et cette idée est née, littéralement, d'une enquête sur les limites du savoir. Voilà l'une des plus belles ironies de l'histoire des sciences. C'est en cherchant les bornes de ce qu'on peut calculer que l'humanité a inventé l'instrument qui allait démultiplier ses calculs au-delà de tout ce qu'elle imaginait. Le problème de l'arrêt, lui, est resté. Aujourd'hui encore, aucun programme ne peut prédire à coup sûr, pour tous les autres programmes, s'ils vont s'arrêter ou tourner sans fin. Cette limite, posée en 1936, est l'une des raisons pour lesquelles certains bugs informatiques resteront, par principe, impossibles à éliminer entièrement. L'incomplétude n'est pas restée dans les livres. Elle est dans nos machines. Et maintenant, il faut s'arrêter. Parce qu'à ce stade, le théorème de Gödel est devenu si célèbre, si fascinant, qu'on lui a fait dire absolument n'importe quoi. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo en pensant que Gödel a prouvé que la science ne sert à rien, que la raison est une illusion, que tout se vaut, ou que les mathématiques cachent une preuve de l'existence de Dieu, alors il faut que je sois honnête avec vous tout de suite. Tout cela est faux, profondément faux. Et le vrai théorème est bien plus beau, bien plus précis et bien plus humble que ces récupérations. Première chose que Gödel n'a pas dite, il n'a pas dit que rien n'est connaissable. C'est exactement le contraire. Son théorème ne dit pas que les mathématiques sont fausses, ni qu'on ne peut rien y prouver. On y prouve une infinité de choses, magnifiquement, tous les jours. Il dit seulement qu'aucun système formel ne peut tout capturer à la fois. Il y a toujours un dehors. Ce n'est pas un naufrage de la connaissance, c'est une carte de ses frontières. Et tracer une frontière avec précision, c'est encore un acte de savoir, pas d'ignorance. Deuxième chose, Gödel n'a pas prouvé que tout est relatif, que la vérité n'existe pas, que chacun a sa vérité. Là encore, c'est l'inverse. Le théorème repose entièrement sur l'idée qu'il existe des vérités objectives, des vérités si solides qu'elles tiennent même quand aucune démonstration ne peut les atteindre. G est vrai. Pas vrai pour Gödel. Pas vrai selon un point de vue. Vrai. Gödel était même, parmi tous les penseurs de son temps, l'un des plus farouchement attachés à l'existence d'une réalité mathématique indépendante de nous. Utiliser son théorème pour défendre le relativisme, c'est le retourner exactement contre ce qu'il croyait. Troisième récupération, la plus tenace, l'incomplétude prouverait l'existence de Dieu ou démontrerait que la science a besoin d'un fondement surnaturel. Non, le théorème ne parle que de systèmes formels et d'arithmétique. Il ne dit rien sur Dieu, sur l'âme, sur le surnaturel. Il est vrai que Gödel, à titre privé, a même rédigé une version d'un argument logique en faveur de l'existence de Dieu, un argument dit ontologique. Mais c'était un exercice personnel, distinct, qui n'a rien à voir avec ces théorèmes d'incomplétude. Mélanger les deux, c'est confondre deux pièces qui n'ont jamais été dans la même boîte. Il existe pourtant un débat, un vrai celui-là, qui dure encore,
et qui mérite qu'on s'y arrête honnêtement. Certains penseurs, comme le philosophe John Cass, puis plus tard le physicien Roger Penrose, ont soutenu que le théorème de Gödel prouve que l'esprit humain n'est pas une simple machine. Leur raisonnement est le suivant. Nous, êtres humains, nous pouvons voir que la phrase « G » est vraie, alors même que le système formel ne peut pas la démontrer. Donc, disent-ils, notre esprit fait quelque chose qu'aucune machine, qu'aucun algorithme ne pourra jamais faire. L'esprit dépasserait la machine. C'est une idée séduisante, presque réconfortante. Elle flatte ce que nous voudrions croire de nous-mêmes. Mais il faut être honnête, cet argument est très contesté, et la majorité des logiciens ne l'acceptent pas. Voici pourquoi. Nous ne voyons que G est vrai qu'à la condition de supposer que le système est cohérent. Or, justement, c'est cette cohérence que personne ne peut garantir de l'intérieur. Notre intuition que G est vrai repose donc, elle aussi, sur une hypothèse non démontrée. Nous ne sautons pas magiquement par-dessus la limite. Nous la déplaçons, comme tout le monde. Une machine, à qui on accorderait la même hypothèse de cohérence, verrait exactement ce que nous voyons. Le débat reste ouvert, et c'est très bien ainsi. Mais méfiez-vous de quiconque vous présente comme une certitude scientifique, ce qui n'est qu'une interprétation philosophique fragile. Le vrai théorème de Gödel ne tranche pas la question de l'âme. Il est plus discret et plus profond que tous les slogans qu'on lui prête. Car il reste une objection que vous êtes peut-être en train de vous formuler, et elle est légitime. Tout ça, cette phrase G qui dit « Je ne suis pas démontrable », n'est-ce pas un peu artificiel? Une astuce de logicien, une curiosité construite exprès pour piéger le système, mais qui ne concernerait jamais les vraies mathématiques, celles dont les chercheurs ont réellement besoin. Pendant un temps, on a pu l'espérer. On s'est dit que l'incomplétude existait, certes, mais qu'elle se cantonnait à ces phrases autoréférentielles bizarres, loin des questions sérieuses. C'était un espoir. Il a été déçu. Prenez l'hypothèse du continu. C'est une question d'une grande naturalité, posée par Georg Cantor dès la fin du XIXe siècle, à propos de la taille des infinis. Et là, il faut s'arrêter un instant, parce que l'idée même de taille d'infini est l'une des plus stupéfiantes que l'esprit humain ait jamais osé. Spontanément, on pense que l'infini est l'infini, point final, qu'il n'y a rien au-delà, et que tous les infinis se valent. Cantor a démontré que c'est faux. Il existe des infinis plus grands que d'autres. Comptez les nombres entiers, 1, 2, 3, et ainsi de suite pour toujours. C'est un infini, le plus petit, celui qu'on peut énumérer. Maintenant, considérez tous les nombres de la droite, y compris ceux à virgule infinie, tous les points sans exception entre 0 et 1. Cantor a prouvé, par son fameux argument diagonal, que cet infini-là est strictement plus grand. On ne pourra jamais les ranger dans une liste, même infinie. Il en manquera toujours. Il y a donc, au minimum, 2 tailles d'infini, et en réalité une infinité de tailles d'infini, chacune écrasant la précédente, une échelle vertigineuse qui monte sans fin. Cette découverte a coûté cher à Cantor. Ses idées heurtaient tellement les certitudes de son époque qu'il fut attaqué, ridiculisé, traité de charlatan par certains des mathématiciens les plus influents, qui refusaient qu'on manipule l'infini comme un objet ordinaire. Cantor, esprit fragile, en fut profondément blessé, et il termina sa vie dans la souffrance, hospitalisé à plusieurs reprises pour de graves dépressions. Voilà une première ombre dans cette histoire, qui en annonce d'autres. Il semble que toucher de trop près aux fondements et aux limites, regarder l'infini et le vide bien en face, exige de ceux qui s'y risquent un tribut terrible. La question que Cantor laissait ouverte était simple à énoncer. Y a-t-il une taille d'infini intermédiaire entre celui des entiers et celui de la droite, ou bien rien entre les deux? C'était le tout premier des 23 problèmes de Hilbert. Une vraie question, centrale, qui a obsédé Cantor jusqu'à la folie. Et la réponse est tombée, mais ce n'était pas la réponse qu'on attendait. Dans les années 1930, Gödel lui-même, puis Paul Cohen en 1963, ont démontré que cette question est indécidable à partir des axiomes habituels de la théorie des ensembles. On ne peut ni prouver qu'il existe un infini intermédiaire, ni prouver qu'il n'en existe pas. Le système n'a tout simplement rien à dire. La vérité, s'il y en a une, est ailleurs, hors de portée des axiomes. Et ce n'est pas un cas isolé. On a découvert d'autres énoncés,
parfaitement naturels qui résistent de la même façon. Le théorème de Goodstein, par exemple, parle de suites de nombres entiers d'une manière qui semble tout à fait élémentaire, presque enfantine. On peut le formuler en parlant uniquement de nombres ordinaires. Et pourtant, on a démontré qu'il est vrai, mais qu'il est impossible de le prouver avec les seuls axiomes de l'arithmétique élémentaire. Pour le démontrer, il faut sortir, monter dans un système plus puissant, faire appel à des formes d'infini que l'arithmétique de base ne contient pas. L'incomplétude n'est donc pas une bizarrerie de laboratoire. Elle est partout, tapie sous des questions d'apparence anodine. Le trou n'est pas dans un coin. Le trou traverse la maison. On a longtemps voulu se rassurer en se disant que les énoncés indécidables seraient toujours des constructions tordues, fabriquées exprès, sans intérêt pour le vrai travail mathématique. Cette consolation s'est effritée découverte après découverte. On a trouvé, en combinatoire, en théorie des nombres, des affirmations parfaitement naturelles, du genre qu'un chercheur pourrait rencontrer en explorant son domaine sans la moindre arrière-pensée logique, et qui se révèlent indécidables dans les systèmes usuels. Le théorème de Parry-Harrington, par exemple, est une variante d'un résultat classique sur les coloriages, une question concrète, et il échappe pourtant à l'arithmétique élémentaire. L'incomplétude n'est pas un fantôme qui hante les couloirs et qu'on ne croise jamais. C'est un voisin. Il habite au cœur des mathématiques ordinaires et il faut désormais composer avec sa présence. Ce constat a changé en profondeur le rapport des mathématiciens à leur propre discipline. Avant Gödel, on pouvait croire que tout problème bien posé finirait par céder, que l'acharnement suffirait toujours. Après lui, il faut vivre avec une possibilité inédite et un peu vertigineuse. Peut-être que le problème sur lequel vous peinez depuis des années n'est pas seulement difficile, mais formellement indécidable, à jamais hors de portée des outils dont vous disposez. Ce n'est pas une excuse pour abandonner. On ne sait presque jamais d'avance qu'un problème est indécidable. Mais c'est une ombre nouvelle, une humilité imposée à la discipline la plus orgueilleuse de toutes. Voilà ce que Gödel nous a légué. La certitude qu'il existe, dans le tissu même des mathématiques, des vérités définitivement hors de notre portée démonstrative. Pas par manque d'intelligence, pas par manque de temps, par la nature des choses. Et l'homme qui a démontré cela, ce monsieur pourquoi devenu le plus grand logicien depuis Aristote, allait passer le reste de sa vie en exil, lié d'une amitié bouleversante à un autre exilé, le plus célèbre savant du monde. Car en 1933, l'Europe s'enfonce dans les ténèbres. Le nazisme monte. Vienne devient invivable pour un esprit comme celui de Gödel. Après des épisodes de plus en plus difficiles, après l'assassinat de l'un de ses professeurs par un étudiant nazi, après des soucis de santé physique et nerveuse qui ne le quitteront plus, Gödel finit par fuir. En 1940, par un voyage extraordinaire à travers la Russie et le Pacifique pour éviter l'Atlantique en guerre, il rejoint les États-Unis. Et il s'installe à Princeton, dans le New Jersey, au célèbre institut d'études avancées. C'est là qu'il va rencontrer l'homme dont l'amitié va illuminer ces dernières décennies. Cet homme, c'est Albert Einstein. Le contraste entre les deux est saisissant. Einstein est chaleureux, rieur, sociable, mondialement adulé. Gödel est réservé, anxieux, presque invisible, connu d'une poignée de spécialistes. Et pourtant, ces deux-là vont devenir inséparables. Chaque jour, on les voit marcher ensemble dans les allées de Princeton, le vieux génie ébouriffé et le logicien frêle au manteau trop chaud, même en été, plongés dans des conversations dont les passants ne saisissent rien. Einstein dira, vers la fin de sa vie, une phrase magnifique, qu'il ne se rendait à son bureau que pour avoir le privilège de rentrer chez lui en compagnie de Gödel. L'homme qui avait redessiné l'espace, et le temps tenait par-dessus tout à la conversation de l'homme qui avait redessiné les limites de la raison. Il faut imaginer ces promenades pour comprendre ce qu'elles avaient d'unique. Deux silhouettes, chaque jour, par tous les temps, sur le chemin entre l'Institut et la maison de Gödel. Ils parlaient en allemand, leur langue commune d'exilés, de physique, de philosophie, de logique, de politique parfois, du monde qu'ils avaient fui et de celui qui se reconstruisait. Personne ne sait exactement ce qu'ils se disaient. Ces conversations sont perdues. Et c'est peut-être la plus grande conversation perdue de l'histoire des sciences.
Ce que l'on sait, c'est que Einstein, l'homme le plus célèbre de la planète, qui pouvait s'entretenir avec n'importe qui, avait choisi pour compagnon quotidien cet homme presque inconnu, d'une timidité maladive, dont l'œuvre était d'une difficulté telle qu'une poignée de spécialistes seulement pouvaient la suivre. Il y avait là une reconnaissance entre pairs, par-delà la gloire et l'obscurité. Deux hommes qui avaient, chacun dans son domaine, déplacé les murs de l'univers. Mais l'Amérique, qui sauva Gödel, ne le guérit pas. À mesure que les années passaient, son génie restait intact, prolifique même, mais son équilibre intérieur se faisait plus précaire. Il publiait peu, mais chaque chose qu'il touchait était profonde. Il continuait de réfléchir à la nature du temps, au fondement des mathématiques, à des questions que presque personne d'autre n'osait aborder. Et en même temps, les ombres s'allongeaient, les peurs, les soupçons. L'anxiété qui l'avait toujours accompagné prenait lentement plus de place. C'est l'une des tensions les plus poignantes de cette vie. Plus son esprit montait haut, dans l'abstraction lumineuse des mathématiques, plus sa vie quotidienne s'enfonçait dans une obscurité qu'aucun théorème ne pouvait dissiper. Comme si voir trop clairement la structure du monde avait un prix, payé dans la chair même de celui qui regardait. Et Gödel, fidèle à lui-même, ne pouvait s'empêcher de chercher les failles, même chez son ami. Pour le 70e anniversaire d'Einstein, en guise de cadeau, il lui offre une découverte stupéfiante. En étudiant les équations de la relativité générale d'Einstein, Gödel met au jour une solution étrange. Il décrit un univers possible, un univers en rotation, dans lequel l'espace-temps se courbe au point de permettre des trajectoires qui reviennent à leur point de départ dans le passé. Autrement dit, dans cet univers, le voyage dans le temps deviendrait théoriquement possible. On pourrait revenir à hier. Le passé ne serait pas figé. Einstein, dit-on, fut à la fois émerveillé et troublé. Son propre ami venait d'utiliser sa plus grande théorie pour ébranler l'idée même d'un temps qui s'écoule. Gödel, lui, y voyait une confirmation de son intuition la plus profonde, que le temps tel que nous le vivons pourrait n'être qu'une illusion. Mais cette même tournure d'esprit, ce don implacable pour voir les contradictions là où tout le monde voit de l'évidence, ce don qui faisait de lui un génie, allait aussi devenir sa malédiction. Il y a une anecdote, célèbre, qui résume tout. En 1947, Gödel doit passer l'examen pour devenir citoyen américain. C'est une formalité. On lui pose des questions simples sur la Constitution des États-Unis. Einstein et un autre ami l'accompagnent, un peu inquiets, car ils savent comment fonctionne l'esprit de leur ami. Et de fait, en préparant l'examen, Gödel a étudié la Constitution avec sa rigueur habituelle. Et il y a trouvé quelque chose, une faille logique, une faille qui, selon lui, permettrait légalement de transformer la démocratie américaine en dictature par un enchaînement parfaitement constitutionnel de procédures. Devant le juge, lorsque celui-ci évoque la chance que Gödel a de venir d'un pays qui a connu la dictature et qu'il ne risque rien de tel en Amérique, Gödel ne peut pas se retenir. Il commence à expliquer qu'au contraire, il a découvert comment une dictature pourrait tout à fait s'installer ici, légalement, et il s'apprête à dérouler sa démonstration. Einstein, paniqué, intervient en plaisantant pour détourner la conversation, et le juge, bienveillant, clôt rapidement l'entretien. Gödel obtient sa citoyenneté. Mais l'anecdote dit tout de lui. C'était un homme incapable de ne pas voir le trou dans le raisonnement, incapable de faire confiance à ce qui n'était pas démontré. Et cette incapacité, qui avait illuminé les mathématiques, allait peu à peu obscurcir sa vie. Car il faut maintenant raconter la fin, et elle est terrible. Toute sa vie, Gödel avait été d'une santé fragile et d'une anxiété profonde, notamment au sujet de sa propre santé. Avec les années, cette anxiété se mue en quelque chose de plus sombre, une peur obsédante, dévorante. Gödel devient convaincu qu'on cherche à l'empoisonner. Il ne fait plus confiance qu'à une seule personne pour préparer ses repas, sa femme, Adèle. Elle goûte ses plats avant lui. Elle est, littéralement, son rempart contre le monde. Tant qu'elle est là, il mange. Fragilement, mais il mange. Il faut s'arrêter sur ce que représentait Adèle parce que sans elle, on ne comprend pas la suite. Pendant des décennies, cette femme avait tenu à bout de bras l'existence concrète de l'un des plus grands esprits de l'histoire. C'est elle qui gérait la maison, les repas, les rapports avec l'extérieur.
C'est elle qui le rassurait dans ses crises. C'est elle qui faisait écran entre lui et un monde qu'il trouvait menaçant. Le génie qui avait démontré qu'aucun système ne peut se fonder tout seul vivait, dans sa vie quotidienne, exactement cette vérité. Il ne tenait debout que grâce à un appui extérieur à lui-même. Adèle était ce socle qu'aucune logique ne lui fournissait. Tant qu'elle était présente, le fragile équilibre tenait. Elle goûtait, il mangeait, elle veillait, il pouvait penser. Le plus pur des esprits dépendait, pour survivre, de la plus terre-à-terre des présences. C'est cette dépendance, longtemps invisible, qui allait soudain devenir visible de la pire des manières. Car un appui, par définition, on ne mesure son importance qu'au moment où il se dérobe. Pendant des années, on avait pu croire que Gödel était simplement excentrique, anxieux, mais fonctionnel. On ne voyait pas le travail silencieux d'Adèle qui rendait cette apparence possible, et lorsque ce travail s'interrompit, brutalement, l'édifice entier se révéla pour ce qu'il était, un homme suspendu au-dessus du vide par un seul fil. Le fil tint des décennies, puis il céda. Et puis, vers la fin des années 1970, Adèle tombe gravement malade et doit être hospitalisée pendant plusieurs mois. Gödel se retrouve seul, sans la seule personne en qui il avait confiance pour goûter sa nourriture. Et la logique implacable de sa peur prend le dessus. S'il ne peut être certain que sa nourriture n'est pas empoisonnée, alors il ne mange pas. Pas par choix, pas par désespoir au sens ordinaire, mais par une sorte de cohérence terrible avec sa propre angoisse. L'homme qui avait passé sa vie à exiger des preuves absolues ne pouvait pas se contenter de la simple probabilité que son repas soit sain. Et faute de preuves, il a refusé de se nourrir. Kurt Gödel est mort le 14 janvier 1978, à l'hôpital de Princeton. Son poids, à la fin, était d'une 30aine de kilos. Le certificat de décès porte une formule glaçante: malnutrition et inanition, causée par un trouble de la personnalité. Le plus grand logicien du XXe siècle, l'homme, qui avait touché le bord du savoir, s'est éteint parce qu'il ne pouvait plus prouver que ce qu'il mangeait ne le tuerait pas. Il y a, dans cette fin, une symétrie déchirante avec son œuvre. Il avait montré au monde qu'aucun système ne peut se garantir totalement lui-même, qu'il faut, à un moment, accepter de faire confiance sans preuve. Et c'est précisément cette confiance-là, cette confiance ordinaire, qui nous fait manger sans tout vérifier, traverser la rue, croire au lendemain, qui lui a manqué. Il a vu trop clairement le gouffre que nous enjambons tous, chaque jour, sans même le regarder. Et à force de le regarder, lui, il a fini par ne plus oser poser le pied. L'homme qui avait appris au monde qu'il faut, à un moment, cesser d'exiger des preuves et accorder sa confiance, est mort de n'avoir pas su, pour lui-même, suivre cette leçon. Sa découverte était une sagesse, sa fin en fut le contre-exemple déchirant. Que reste-t-il alors? Quand on referme cette histoire, quand on a suivi le rêve de Hilbert jusqu'à son effondrement, la phrase G jusqu'à son vertige et la vie de Gödel jusqu'à son ombre, que faut-il en retenir pour vous, pour moi, pour notre manière de regarder le monde? Parce que ce théorème, aussi technique soit-il dans sa démonstration, dit quelque chose sur la condition humaine qui dépasse de très loin les mathématiques. Il dit d'abord ceci, et c'est dur à entendre, il y aura toujours des vérités hors de notre portée. Non pas parce que nous ne sommes pas assez intelligents, non pas parce que nos instruments ne sont pas assez puissants, mais parce que tout système de pensée, aussi vaste soit-il, contient en lui-même ses propres angles morts. Une intelligence 1 milliard de fois supérieure à la nôtre se heurterait au même mur. Elle le déplacerait, peut-être très loin, mais elle se heurterait à un mur. L'inconnaissable n'est pas un manque temporaire que le progrès finira par combler. C'est une dimension permanente de toute connaissance. Hilbert avait tort sur ce point précis. Le « nous saurons tout » est une impossibilité démontrée. Il existera toujours des ignorabimus, non par faiblesse, mais par structure. Mais voici le retournement, et c'est peut-être le plus important de tout ce que je vais vous dire. Cette limite, qui ressemble d'abord à une défaite, à un enfermement, est en réalité une libération. Réfléchissez. Si Hilbert avait eu raison, si toute vérité mathématique pouvait être obtenue par une machine tournant une manivelle, alors les mathématiques seraient, au fond, terminées, closes. Un territoire fini qu'il suffirait d'arpenter mécaniquement, sans génie, sans intuition, sans surprise.
un travail de comptable cosmique. Ce que Gödel a démontré, c'est exactement le contraire. Il a prouvé qu'aucune machine ne pourra jamais épuiser la vérité mathématique, qu'il y aura toujours, au-delà de tout système, des vérités nouvelles à découvrir, qui exigeront non pas de tourner une manivelle, mais de créer, d'imaginer, de sortir du cadre. Gödel n'a pas refermé les mathématiques, il les a rendues infinies, à jamais ouvertes, à jamais vivantes. Et il y a, niché au cœur de tout cela, un renversement encore plus profond, presque bouleversant. Le théorème établit une distinction que nous confondons sans cesse, la différence entre la vérité et la démonstration. Nous croyons spontanément que ces deux choses se recouvrent, qu'une chose est vraie parce qu'on peut la prouver, et qu'on peut la prouver parce qu'elle est vraie. Gödel a fait passer une lame entre les deux. Il a montré que la vérité est plus vaste que la démonstration, qu'il existe des choses vraies qu'aucune preuve ne pourra jamais rejoindre. La vérité déborde nos méthodes, elle nous précède, elle nous dépasse, elle nous attend là où nos démonstrations ne parviendront jamais. Pour un esprit comme Gödel, qui croyait à la réalité des vérités mathématiques, ce n'était pas une mauvaise nouvelle. C'était la confirmation que le réel est plus grand que tout ce que nous pouvons en saisir, que nous habitons un univers de vérité dont nous ne toucherons jamais que les rives. Pensez à ce que cela change dans notre époque, justement. On nous promet aujourd'hui des intelligences artificielles toujours plus puissantes, capables, dit-on, de tout calculer, de tout résoudre, de tout savoir. Et il est bon de se rappeler que le théorème de Gödel s'applique aussi à elle. Une intelligence artificielle, aussi colossale soit-elle, reste un système formel, une mécanique de symboles et de règles. Et donc, elle se heurtera, elle aussi, à ses propres énoncés indécidables, à ses propres vérités qu'elle ne pourra pas démontrer, à sa propre incapacité de garantir sa cohérence depuis l'intérieur. Le rêve d'une machine omnisciente, d'un oracle parfait qui mettrait fin à toute incertitude, ce rêve s'est brisé en 1931, avant même que le premier ordinateur n'existe. Il n'y aura pas d'esprit, biologique ou artificiel, qui sache tout. La limite est universelle. Elle nous concerne tous, et tout ce que nous pourrons jamais construire. Cette ombre s'étend même jusqu'à la physique, jusqu'à notre quête la plus ambitieuse, celle d'une théorie ultime, une théorie du tout, une poignée d'équations qui expliquerait l'univers entier, de la plus petite particule à la plus grande galaxie. Beaucoup de physiciens en rêvent, comme Hilbert rêvait de ces mathématiques complètes. Mais plusieurs penseurs, parmi les plus lucides, se sont demandé si l'ombre de Gödel ne planait pas aussi sur ce rêve-là. Car si l'univers contient des structures capables de calcul, et il en contient, à commencer par nous, alors une description complète de l'univers devrait pouvoir parler d'elle-même et se heurter aux mêmes énoncés indécidables. Peut-être existe-t-il, dans le tissu même du réel, des faits physiques vrais qu'aucune théorie ne pourra jamais déduire. Peut-être la physique elle-même est-elle, par nature, incomplète. Nul ne le sait avec certitude, et c'est un débat ouvert. Mais le simple fait qu'on puisse sérieusement le poser montre jusqu'où va la secousse provoquée par un article de 20 pages écrit en 1931. Gödel n'a pas seulement parlé des mathématiques, il a peut-être parlé de tout ce qui existe. Et c'est là, sans doute, que réside la véritable grandeur de cette découverte. Un théorème né dans le domaine le plus abstrait, le plus coupé du monde sensible, finit par projeter son ombre sur l'esprit humain, sur les machines que nous construisons, et peut-être jusque sur la structure de l'univers lui-même. Rares sont les idées capables d'une telle traversée, de partir d'une question technique sur des suites de symboles pour aboutir à une vérité sur la condition de tout ce qui pense et de tout ce qui existe. C'est le propre des très grandes découvertes. Elles dépassent largement le territoire où elles sont nées. Et celle-ci, peut-être plus qu'aucune autre, nous oblige à regarder différemment la place que nous occupons face à l'inconnu. Alors, que faire de cette limite? On peut la vivre comme la tragédie de Gödel, un gouffre qu'on ne peut s'empêcher de fixer, jusqu'à ne plus oser manger, jusqu'à ne plus oser vivre. Ou bien on peut la vivre autrement. Car au fond, l'incomplétude est aussi la condition de toute aventure. Un livre dont vous connaîtriez déjà la dernière page ne vous tiendrait pas en haleine. Un voyage dont vous auriez déjà vu tous les paysages ne vaudrait pas la peine d'être fait.
C'est précisément parce qu'il y aura toujours un au-delà, toujours une vérité de plus, toujours un horizon qui recule, que la pensée reste un voyage et non une destination. Gödel nous a privés de la certitude d'arriver. Mais il nous a offert, en échange, la certitude que la route ne s'arrête jamais. Pensez à ce que cela signifie pour ceux qui viendront après nous. Dans 1000 ans, dans 10 000 ans, si l'humanité existe encore, ces savants les plus brillants se tiendront, eux aussi, devant des vérités qu'ils sauront vraies sans pouvoir les démontrer, devant des horizons qui reculeront encore. Ils auront résolu des énigmes qui nous semblent aujourd'hui insurmontables, et ils en découvriront de nouvelles que nous ne pouvons même pas imaginer. La frontière du savoir n'aura pas disparu. Elle se sera déplacée immensément, mais elle sera toujours là, transparente et infranchissable, comme une promesse. C'est cela, le cadeau caché de l'incomplétude. La garantie que l'aventure de la connaissance n'a pas de dernier chapitre, qu'aucune génération ne fermera le livre en disant « Voilà, c'est fini, nous savons tout ». Le livre restera ouvert pour toujours, et chaque génération y écrira des pages que la précédente n'aurait pas su lire. Il y a aussi, dans cette histoire, une leçon plus intime, presque secrète, qui parle directement de vous. Car ce que Gödel a démontré pour les systèmes formels, on peut le ressentir, à un autre niveau, pour nous-mêmes. Aucun esprit ne peut se comprendre entièrement de l'intérieur. Vous ne pouvez pas, depuis votre propre point de vue, vous prouver à vous-même tout ce que vous êtes. Il y a en vous des vérités que vous portez sans pouvoir les démontrer, des certitudes que vous ne pourrez jamais justifier complètement, des angles morts que seul un regard extérieur pourrait éclairer. C'est pour cela que nous avons besoin des autres. C'est pour cela qu'aucune introspection, aussi profonde soit-elle, ne suffit jamais. Pour se connaître, il faut sortir de soi, comme pour démontrer G, il fallait sortir du système. Nous sommes, chacun, des systèmes incomplets. Et c'est précisément cette incomplétude qui nous rend ouverts, perméables, capables de grandir, capables d'être surpris par nous-mêmes jusqu'au dernier jour. Regardez comme c'est paradoxal et comme c'est juste. Un être qui se comprendrait entièrement lui-même, qui pourrait démontrer en lui toutes ses propres vérités, serait un être clos, achevé, sans devenir possible. Il n'aurait plus rien à apprendre de personne, plus rien à découvrir en lui. Ce serait, en un sens, un être mort, figé dans sa propre complétude. Notre incomplétude est la condition même de notre vie intérieure. C'est parce que nous ne nous épuisons jamais que nous pouvons encore, à 80 ans, nous étonner de qui nous sommes. C'est parce qu'aucune introspection ne nous boucle que la rencontre avec l'autre garde son pouvoir de nous révéler à nous-mêmes. Le théorème de Gödel, transposé à l'âme, dit quelque chose d'étrangement réconfortant. Vous ne serez jamais une équation résolue. Vous resterez, jusqu'au bout, une question ouverte. Et c'est une grâce, pas une malédiction. Voilà pourquoi cette histoire, qui commence dans l'aridité des symboles logiques, finit par nous toucher au plus intime. Gödel n'a pas seulement démontré une limite des mathématiques. Il a, sans le vouloir, posé une vérité sur la condition de tout esprit fini placé devant un infini qui le dépasse. Nous sommes des explorateurs sur une terre dont nous ne verrons jamais tous les rivages. Mais ce n'est pas une raison de cesser de marcher. Au contraire, c'est la seule raison qui rend la marche infiniment précieuse. Et puis, il y a la question de la confiance. Le second théorème nous l'a appris avec une netteté implacable. Aucun système ne peut prouver sa propre solidité depuis l'intérieur. À un moment, il faut faire un pas qu'aucune démonstration ne peut soutenir. Il faut accorder une confiance qui n'est pas garantie. Nous faisons ce pas en permanence, sans même nous en rendre compte. Nous croyons que demain le soleil se lèvera, que le sol ne s'effondrera pas sous nos pieds, que les gens que nous aimons sont bien ce qu'ils paraissent être. Aucune de ces certitudes n'est démontrable avec une rigueur absolue, et pourtant, sans elle, on ne peut pas vivre. La tragédie de Gödel, c'est d'avoir voulu une preuve là où il fallait, simplement, faire confiance. Et la sagesse que nous pouvons en tirer, c'est exactement l'inverse de sa fin, savoir où s'arrête la démonstration et où doit commencer la confiance. Reconnaître le moment où exiger encore une preuve n'est plus de la rigueur, mais de la peur. Il y a, dans cette leçon, quelque chose dont notre époque a un besoin pressant. Nous vivons un temps de certitude bruyante, où chacun affirme, tranche, proclame,
où l'on confond l'assurance avec la vérité et le doute avec la faiblesse. Le théorème de Gödel nous offre l'exemple le plus rigoureux, qui soit d'une humilité qui n'est pas une démission. Voici la science la plus exacte de toutes, qui se retourne sur elle-même et déclare, preuve à l'appui. Je ne peux pas tout démontrer, et je le sais avec une certitude parfaite. Cette humilité-là n'est pas un renoncement, c'est le sommet de la lucidité. Savoir précisément ce qu'on ne pourra jamais savoir, c'est encore une forme supérieure de savoir, peut-être la plus haute. Et il y a une beauté à cela qu'il ne faut pas manquer. Car si tout pouvait être démontré, si chaque vérité tombait au bout d'un calcul, alors il n'y aurait plus de place pour l'émerveillement. L'émerveillement naît précisément de ce qui nous dépasse, de ce qui résiste, de ce qui demeure. Un univers entièrement démontrable serait un univers sans profondeur, sans arrière-monde, sans cette part d'ombre qui appelle le regard et nourrit la pensée. Gödel, en nous privant de la totale maîtrise, nous a rendu l'émerveillement. Il a garanti, mathématiquement, que le réel gardera toujours une réserve de mystère que nous n'épuiserons jamais. Et un esprit qui peut encore s'émerveiller est un esprit vivant. Revenons, pour finir, à la phrase du tout début. Cette phrase vraie que personne ne pourra jamais démontrer. Au début de cette vidéo, elle vous est peut-être apparue comme une énigme inquiétante, une faille glaçante dans l'édifice de la raison. Mais maintenant que vous avez fait tout ce chemin, peut-être la voyez-vous autrement. Cette phrase n'est pas une faille. C'est une fenêtre ouverte sur quelque chose de plus grand que tous nos systèmes, de plus vaste que toutes nos preuves. Elle nous dit que le réel ne tiendra jamais entièrement dans nos formules. Qu'il y aura toujours, au-delà du dernier théorème, une vérité de plus qui scintille, hors d'atteinte et pourtant parfaitement réelle. Les mathématiques, la science la plus rigoureuse que nous ayons, la plus froide, la plus exacte, nous a livré, par la main d'un homme frêle et tourmenté, la plus humble et la plus magnifique des révélations, nous ne saurons jamais tout. Et c'est peut-être la plus belle vérité que nous puissions connaître. Parce qu'une réponse définitive à tout aurait été une prison. Un univers entièrement démontré, entièrement clos, entièrement su, serait un univers mort. Ce que Gödel a touché, au bord du savoir, ce n'était pas un mur de désespoir. C'était la promesse que l'inconnu ne s'épuisera jamais, que la pensée a devant elle un infini qu'aucune machine ne refermera, que chaque génération trouvera encore des vérités que la précédente n'avait pas même soupçonnées. Le bord du savoir n'est pas une fin. C'est une ouverture, et de l'autre côté de ce bord transparent, là où nos démonstrations s'arrêtent, commence quelque chose qui ne porte pas de nom, qui ressemble à la fois à un vertige et à une lumière, et que les hommes, depuis toujours, appellent le mystère. Kurt Gödel ne l'a pas dissipé, il a fait mieux. Il a prouvé, avec la rigueur d'un théorème, qu'il serait là pour toujours.